L'invité de la rédaction est aujourd'hui le président de Radio JM, Jean-Jacques Zenoux. Mais c'est aujourd'hui en tant qu'organisateur de la cérémonie qui aura lieu dimanche 10 novembre en mémoire des enfants de la Verdière, victimes de l'idéologie nazie, que nous le recevons. Bonjour à vous Jean-Jacques Zenoux. Bonjour Magali et bonjour à tous les auditeurs. Merci de me recevoir dans votre journal spécial. Alors la tragédie de la Verdière survient après les rafles de l'Opéra et du Vieux-Port. Pourriez-vous nous rappeler la chronologie des faits puisque ces enfants ont été gazés puis brûlés à Auschwitz? Tout à fait. Donc, vous savez, Magali, d'abord, j'interviens là sur la Verdière, non pas en tant que président de la Radio Juive de Marseille, mais en tant que président du comité des enfants de la Verdière. C'est un comité qui a été créé à l'initiative de l'amicale des déportés d'Auschwitz, dont la présidente est Denise Toros-Marter, qui m'a demandé de prendre la responsabilité qui m'oblige d'organiser chaque année une cérémonie commémorative pour les 30 enfants juifs qui ont été déportés. Alors la Verdière, c'est quoi? La Verdière, c'est un homme d'enfant, c'est un château qu'on appelait Château de la Rose, et où des enfants, 30 enfants, pensaient être protégés suite aux rafles de Marseille, avec 6 de leurs mamans, et dirigés par ce homme d'enfant, par Alice Salomon, une directrice courageuse, qui n'a jamais abandonné ses enfants jusqu'au dernier moment. Et c'est un lieu qui n'était pas repéré. Vous savez que, n'oubliez pas que après la Shoah, jusqu'aux années 80-90, il y a eu une sorte de chape de plomb où les déportés, les rescapés avaient du mal à parler, avaient du mal le témoignage était assez lourd. Il a fallu des années, grâce à des historiens comme Suzette Hazan, pour redonner la parole. Et on savait, grâce aux écrits de Serge Karsfeld, qu'il y avait un homme d'enfant dans les quartiers nord de Marseille, mais qu'on avait du mal à repérer. Et que c'était un homme d'enfant où il y avait eu exactement la même histoire que la Maison d'Isieux à Lyon. Et grâce au travail de Suzette Hazan, historienne, à qui je tiens à rendre hommage, à l'amicale des déportés et avec lequel Suzette a pu discuter avec certains membres des rescapés et des familles, nous avons pu situer en 1992, dans le début des années 90, où était ce château. Donc à l'époque, je me suis retrouvé impliqué sur le sujet du château des enfants de la Verdière. Oui, vous étiez président de l'UEJF Marseille. Tout à fait, j'étais président de l'UEJF Marseille, et c'était dans nos objectifs de ce travail de mémoire qui était important. Rappelez-vous, c'était les années Mitterrand où on avait du mal où on faisait un très gros travail de reconnaître la responsabilité française dans les crimes commis par les fonctionnaires, par la police d'État, Oui, c'est Jacques Chirac qui... Et c'est Jacques Chirac qui, en 1995, a enfin reconnu la responsabilité de l'État français. Alors je vous donne beaucoup de choses, donc voilà un petit peu comment je me retrouve impliqué sur cette cérémonie des enfants de la Verdière. Alors ces dernières années, les jeunes de la communauté musulmane ont également pris part à l'hommage. Vous avez à plusieurs reprises salué cette initiative, ce lieu étant dans un quartier populaire et la jeunesse des victimes, ils sont certainement pour beaucoup dans l'appropriation de cette mémoire. Alors, je veux pas faire d'angélisme parce que on peut plus faire d'angélisme. Il faut dire les mots, faut être juste. Faut être juste et faut dire les choses. Oui, c'est ce lieu de commémoration, c'était un lieu de commémoration qu'on a voulu un lieu dans le quartier, dans ces quartiers de Marseille, où les habitants puissent être au courant de ce qui a pu se passer en 1943. Et c'est vrai que faut reconnaître que les plaques, les plaques avec les noms des enfants, avec l'historique, la stèle qui certainement va être rénovée par le maire de Marseille, n'ont jamais été taguées. Donc c'est un lieu qui est respecté. Et c'est vrai que
Chaque année, on peut voir des jeunes aussi de confession musulmane être présents, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, donc on doit faire ce travail aussi d'ouverture les autres communautés et puis avoir ce travail aussi de dire que c'était des jeunes enfants français qui ont été déportés à l'époque et que ça concerne tous les citoyens. Et l'on espère que ceux qui participent à cette cérémonie parviendront à convaincre d'autres d'y participer également. C'est un peu le sens, si je peux rebondir, Magali, c'est le sens un petit peu de l'engagement que j'ai eu, vous savez, pour le 7 octobre, où avec Laura Sahin, nous avons voulu faire une journée de programmation au Camp des Milles. Cette journée de 7 octobre qui sera marquée au fer rouge pour le peuple juif, pour le peuple d'Israël et pour toute notre communauté, c'était de savoir comment on commémore ce 7 octobre. Et on avait trouvé que c'était important aussi d'avoir un temps de réflexion, ce temps de dire comment on construit l'avenir, comment on construit cette société de demain. Et sur le 7 octobre, nous avons fait une programmation spéciale avec des leaders religieux, des leaders, des imams, des historiens issus d'une grande diversité pour pouvoir réfléchir comment on construit, comment on répare et comment on construit notre avenir de demain. Et ça, c'est important, non pas de ne rester dans notre communauté, mais de s'ouvrir et de savoir comment on peut construire une société de demain. Et ça, c'est important. En tant qu'aux Français, ça, c'est important. Et cela a d'ailleurs été salué dans les médias locaux. Alors le travail d'histoire qui privilégie la réflexion à l'émotion, tout comme la présence de notre cher Denis Stauros-Marter qui invoque le mieux vivre ensemble, s'avère plus approprié pour inciter le plus grand nombre à prendre part à ce type de cérémonie. Oui, parce que la société est en panne. La société ne va pas. Faut être clair. Je veux dire, même si dans notre quotidien, on n'est pas en danger. On sort, on va faire nos courses, mais on se rend compte que il y a un malaise qui est de plus en plus affligeant. Quand on voit le nombre d'actes antisémites qui se développent depuis pas mal d'années, quand on voit comment la parole se libère, surtout notamment sur les réseaux sociaux, il y a un véritable malaise. Et comme on voit aux dernières élections, comment les extrêmes s'accaparent l'opinion publique, que ce soit extrême gauche ou extrême droite, ou même si on est en ce moment l'extrême droite flirte avec la volonté de séduire la communauté juive, mais ça reste des partis qui sont dans l'extrême et qui représentent un danger pour notre démocratie. C'est pas ça qu'on veut pour demain. Donc aujourd'hui, il y a un souci, il y a un moment de difficulté, il y a un manque de courage politique. Malheureusement, je veux dire, le président Macron a donné beaucoup d'espoir, mais là, on voit que ces derniers temps, il donne beaucoup de déceptions sur ce mieux vivre ensemble, sur ces positions qui sont incompréhensibles, et incompréhensibles même pour ses partisans. Donc on a vraiment du mal à y voir clair, et c'est un moment trouble. Donc vous voyez, cette cérémonie-là, c'est important aussi de fixer les choses et de se donner un cap. Et nous, dans le judaïsme, nous avons heureusement nous avons une éthique, nous avons des responsabilités, des devoirs, des engagements qui nous obligent, une vision de l'humanité qui nous permet de malgré cette turbulence, d'aller de l'avant et de ne pas lâcher et de rester optimiste. Il faut rester optimiste. Et aujourd'hui, l'optimisme, c'est d'avoir des enfants qui vont venir ce dimanche prochain déposer des roses pour chaque fois qu'on va nommer le nom de nos enfants. C'est d'avoir du monde, c'est de faire le Kaddish. Le Kaddish pour la prière qui sanctifie l'Éternel, qui sanctifie, qui reconnaît et qui permet aussi, pour le Kaddish, pour ceux qui n'ont pas tous ces enfants, qui n'ont pas de sépulture. Et leur maman est Elif Salomon, et c'est aussi de leur rendre mémoire, leur dire, on est là, on est debout, et on ne lâche pas.
Alors, vous faisiez référence tout à l'heure à Israël. Alors, la tragédie de la Verdière qui a emporté des enfants et des femmes s'est déroulée au XXe siècle. Et au XXIe siècle, c'est la même haine antisémite qui a coûté la vie aussi à des enfants, des femmes. Et là aussi, on retrouve cette même volonté de déshumaniser les Juifs. Jamais on n'aurait pu croire vivre ça. C'est le vivre en pogrom. Je veux dire, Magali, il y a deux chocs. Il y a le choc du pogrom du 7 octobre et il y a les réactions ensuite dans le monde. On reste bouche bée. Alors, j'ai mon père qui disait, que Dieu repose son âme, qui disait plus c'est gros, plus ça passe. Mais c'est vrai que plus c'est gros, plus ça passe. On se rend compte que c'est vrai qu'on se dit, mais quand même, je veux dire, il y a des réactions politiques qui sont insoutenables et pourtant ils sont là. On voit les réactions des membres de LFI sur la situation au Proche-Orient et leur vision de ce qui s'est passé sur le 7 octobre. Oui, c'est inquiétant. Jamais on n'aurait pu croire qu'on allait vivre ça. Mais de notre côté, on voit comme un peuple reste debout. Comme un peuple, cette démocratie fait face à ces fronts qui viennent d'Iran, du Yémen, du Gaza, du Hezbollah, de l'Irak, de la Syrie, et comment ce peuple est dans l'unité. Et oui, ça donne de l'espoir. Et ça donne de l'espoir sur l'avenir, car on voit qu'il y a aussi toujours des êtres qui sont capables de se battre pour la liberté, et se battre pour notre liberté. Et Netanyahou, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut tout ce que dire au niveau politique, et puis moi je me défends d'interdire la politique israélienne. Je suis en France, donc je suis pas israélien, moi je soutiens cette démocratie qui est la terre d'Israël. Par contre, je me permets, moi en français, d'avoir un avis sur la politique française, mais on peut reconnaître qu'aujourd'hui, que cette guerre est conduite avec beaucoup de courage grâce à un peuple et grâce à des chefs qui aujourd'hui sont là et font face au terrorisme et face à des théocraties qui veulent qu'une seule chose, c'est éliminer le peuple juif. Et je leur dis bravo pour leur courage et bravo pour leur héroïsme, et ça nous oblige à être plus forts. Alors tout à l'heure, vous avez fait référence aux idées nauséabondes de LFI. Est-ce qu'on peut dire quelque part que Mélenchon et ses supplétifs sont les héritiers de Faurisson et Le Pen? Est-ce que... Alors, franchement, j'adore la politique. Je pense pas que Mélenchon soit antisémite. Je pense pas. C'est par opportunisme. Ouais, c'est de l'opportunisme. Et l'opportunisme malsain. C'est un calcul électoral. Je ne crois pas, franchement, que ce soit dans son ADN. Donc après, vu la haine qui déverse, après il s'entretient. C'est comme, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc finalement, après, peut-être... Mais dans son ADN de Mélenchon, je ne le sens pas antisémite. Par contre... je sens que c'est un opportunisme qui est prêt à tout casser pour être au pouvoir. Et ça, c'est inquiétant. Ça donne, vous savez, les sueurs froides ça rappelle les livres d'histoire qu'on avait lus aussi, comme à la Staline, quoi. Donc cette volonté de révolution, ça, c'est inquiétant. Ces gens-là sont dangereux. Et je me demande comment ça se fait que notre belle République n'arrive pas à rétablir l'ordre et à mettre hors service ces gens qui portent une opinion. Il y a des limites qui sont insoutenables, qui devraient être condamnées. Et on laisse la parole à ces gens qui donnent un faux espoir à des millions de Français. Et ça, c'est inquiétant. Alors Marseille n'a pas connu d'horreur comparable à ce qui s'est passé à l'école Ozar Hatorah ou à l'Hypercacher, mais depuis le 7 octobre, la parole antisémite se libère sur les murs, et cela est d'autant plus inquiétant que Marseille a toujours représenté un exemple de dialogue intercommunautaire. Oui, Marseille a toujours, parce qu'on est un port, parce qu'on a un héritage, parce que il y a toujours eu un bien vivre ensemble qui est
qui est historique et dans la culture un peu marseillaise. Et puis il y a aussi par rapport aux grandes villes comme Lyon, Paris, le centre-ville et la banlieue font une sorte d'unité. Un jeune des banlieues à Lyon, à Paris, met du temps à venir. Il y a un clivage entre la banlieue et le centre-ville. Là, finalement, les jeunes se sentent marseillais ici. Centre marseillais, il y a peut-être le vecteur, beaucoup le disent, du stade Vélodrome de l'OM qui apporte une certaine unité, et on l'a bien vu aussi, hein, le 7 octobre on a reçu le président des supporters de l'OM qui était là pour aussi porter un message. Donc je pense que Marseille, on va pas se porter la poisse, mais Marseille reste une exception là du bien vivre ensemble, et tant mieux pourvu que ça dure. Les dirigeants de la communauté juive y contribuent énormément. Dès que nous avons une occasion de pouvoir discuter avec des leaders de la communauté musulmane qui sont en phase avec les règles de la démocratie, nous le faisons. Nous avons je pense à des rencontres méditerranéennes. Les rencontres méditerranéennes, je pense. Et donc, nous y contribuons et nous faisons en sorte de ne pas allumer le feu. Quand j'ai pu, moi, faire des échanges avec Radio Gazelle, je l'ai fait chaque fois pour pouvoir discuter de manière franche et sans se convaincre, mais de dire qu'on est à Marseille et qu'on doit contribuer au bien vivre ensemble. Alors, selon l'entreprise NewsGuard, qui est spécialisée dans la lutte contre les fake news, la désinformation atteint des niveaux records sur TikTok. Or, il s'agit du réseau social le plus prisé des jeunes. Alors pourquoi pas ne pas aller à la rencontre de ceux qui reçoivent un discours prémâché, quitte à diffuser ce type de cérémonie mémorielle de la Verdière sur TikTok, afin de leur opposer l'histoire telle qu'elle s'est passée? Eh bien écoutez, je ne savais pas que vous alliez me poser cette question. Et je vais y travailler justement. Là, vous voyez, j'ai une pochette rouge avec des documents, des photos que Suzette Hazan m'a gentiment prêté pour justement faire un petit clip. Un petit clip qui va être réalisé par Noah Stora pour justement avoir une communication qui soit accessible aux jeunes pour leur dire ce qui s'est passé en octobre 43. Eh bien, merci beaucoup Jean-Jacques Zeynou pour cette interview. Merci à vous, Magali. Merci pour la qualité des questions et merci pour le temps donné. Oui, on espère merci que c'est... à Amy en technique. On espère que cette année encore beaucoup répondront présent pour honorer les enfants de la Verdière. Rendez-vous donc dimanche 10 novembre au 40 avenue de la Rose à 11h. À 11h est très important. Et ça, il faut rendre hommage au maire de la ville, Benoît Payan. Cette année, nous allons inaugurer une plaque de rue qui a été votée en conseil municipal, Square des Enfants de la Verdière, car jusqu'auparavant, c'était une plaque sauvage qui avait été posée à l'époque par mon papa en 95, qui n'avait jamais été... donc c'est au bout de temps, 95, hein, ça fait pas mal combien d'années 95, ça fait 30 ans près de 30 ans. Et donc c'était une plaque sauvage qui n'avait jamais été enlevée. Et là maintenant, ça va être une plaque de ville, comme une plaque de rue officielle, et ça sera nommé. Et ça a été voté en conseil municipal, et ça c'est bien. C'est bien qu'aujourd'hui, ce lieu, Square des Enfants de la Verdière, soit nommé. C'est important pour la mémoire. Merci. Merci beaucoup.